Alors bonjour Laure, écoute, je suis Bonjour. ravie vraiment de t'accueillir, aujourd'hui. Le but, ça va être de savoir à travers effectivement des questions, comment est-ce que tu as fait toi? Comment est-ce que tu fais au quotidien pour te construire, une vie inspirante? Je t'ai découvert à travers tes livres et pour moi, ça a été vraiment, remarquable. Ça faisait longtemps que j'attendais, des lectures aussi chouettes et donc je te Merci. remercie et je veux bien pour commencer, si tu peux, je vais te laisser te présenter effectivement pour qu'on puisse te découvrir. Oui, alors moi c'est Laure Dargelot, donc je suis autrice de fantasy, jeunesse, young adulte et à ce jour, donc j'ai écrit, 3 romans, donc il y a La voleuse des toits, Prospérine, virgule, point et Les oubliés d'Astrelune et donc aujourd'hui, je travaille chez moi et j'écris à temps plein. OK et donc tu as un parcours un petit peu atypique parce qu'il me semble que tu n'as pas toujours fait, que de l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bah, avec plaisir. Déjà, moi quand j'étais enfant, j'ai commencé à écrire quand j'étais enfant. Dès l'enfance, j'avais un goût pour l'écriture, j'aimais bien, me raconter, tout un tas d'histoires et dès l'enfance, on m'a dit: «Voilà, écrivain, c'est pas un métier, on peut pas vivre de l'écriture, c'est pas possible et donc il faut trouver, entre guillemets, un vrai métier». Et donc, jusqu'en terminale, en fait, quand on me demandait, voilà: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Je répondais: «Je sais pas» et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire puisque moi j'avais toujours ce rêve un peu inconscient de me dire: «Tiens, j'ai envie d'écrire, je voudrais écrire» et à chaque fois je me disais: «C'est pas possible» et donc j'avais aucune idée de ce que je voulais faire d'autre et donc bon, en terminale, pas trop le choix, il fallait bien choisir quelque chose et j'ai fait donc des études de droit. Et les études de droit, en fait, dès le début, en fait, j'ai détesté le droit. J'ai détesté le droit, mais j'avais un peu à cette époque-là, un peu le syndrome, un peu de la bonne élève, un peu style Hermione Granger, où j'apprenais, mes cours par cœur. Donc ça a strictement aucun intérêt d'apprendre ses cours par cœur, mais j'apprenais mes cours par cœur, j'avais mais aucune réflexion juridique et je recrachais comme ça les cours et ça me permettait, en fait, d'avoir de bonnes notes et donc je montais comme ça un peu les marches, une marche d'un escalier. C'était hop, j'ai fait la L1. J'aimais pas le droit, mais je me disais: «Bon, je vais continuer, faire une année de plus». Je passe en L2, puis en L2, je me dis: ce serait un peu dommage d'arrêter». Puis en même temps, comme j'avais ce côté un peu bonne élève, je me disais: «Si j'arrête», j'avais un sentiment un peu d'échec. Je me disais: «J'ai pas envie d'échouer, ça fait déjà 2 ans, puis bon, si je fais un an de plus, j'aurai un diplôme, autant «rentabiliser» entre guillemets l'expérience et avoir un diplôme». Et comme ça, mais j'ai continué comme ça, mais jusqu'en M2 de droit et en M2, en fait, je me suis retrouvée un peu bloquée parce que en fait, jusqu'à présent, je montais un peu les marches et à un moment, je me suis retrouvée, mais il y avait plus rien. Alors c'était soit on se préparait pour faire, le concours des avocats, soit on se préparait pour faire le concours des magistrats et il y avait, ouais, ni l'un ni l'autre et j'avais en même temps un syndrome de l'imposteur durant toutes ces années de droit où, j'avais vraiment l'impression, de ne pas avoir ma place et je me disais: «Mais je ne devrais pas être là» et des fois dans l'amphi, je regardais, les autres élèves et je me disais: «Mais j'ai pas à être là, ils vont me repérer». Et à un moment, je me souviens d'une fois, on avait un cours en TD, donc un cours en petits groupes et il y avait la chargée de TD arrive, donc c'était une femme assez jeune et en fait, elle était assez gardée, elle avait un tailleur noir et je me souviens, quand je l'ai vue, je me suis dit: «Mais elle a l'air triste». Alors après, peut-être qu'elle était tout à fait joyeuse, en dehors des cours, mais quand je l'ai vue, je me suis dit: «Elle a l'air triste» et là, je me suis rendue compte, en fait, que j'étais dans la même salle. Je me suis dit: «Mais» j'avais l'impression que moi aussi, je me destinais à faire ce qu'elle faisait elle et je me suis dit: «Mais j'ai pas envie, voilà, d'être triste, j'avais envie de faire quelque chose qui me plaît». Donc j'ai fait donc au bout de la 5e année de droit, donc ce qui m'a sauvée, c'est qu'il y avait rien derrière, donc j'ai pas pu continuer et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais en fait, ça me rend pas heureuse» et donc j'ai claqué, la porte de la fac de droit, donc ça m'a fait un bien fou et j'ai basculé, pour faire quelque chose que j'aimais davantage, l'édition D'accord. et du coup après j'ai travaillé en édition et là, quand je me suis mise à aller en cours d'édition à la fac, je me dis: «Ouais, ça, c'est quelque chose qui me plaît». On parlait des livres, on parlait, des règles de typo, on parlait de tout un tas de choses. Je me disais: Ça m'intéressait», alors que vraiment,
les cours de droit, mais je retenais rien. C'était vraiment, j'apprenais les cours pour l'examen et sitôt l'examen fini, mais j'effaçais complètement de ma mémoire tous les cours. Et je me souviens que moi, il y en avait dans la licence ou le master, eux, ils bossaient, donc ils révisaient vraiment très dur pour avoir une mention. Leur idée, c'était d'avoir une mention pour ensuite Il y avait un pouvoir... objectif, tu veux dire, au bout pour eux, effectivement. Quelque Oui, chose voilà. de Et moi, concret. c'était un peu c'était différent. Moi, je voulais avoir de bonnes notes pour ne surtout pas aller au rattrapage parce que ça allait empiéter mes vacances. Et parce que moi, vraiment, pendant ces années-là, c'était les vacances, c'était mais la période où vraiment, j'avais pas de cours et vraiment où je faisais ce que j'aimais. Et vraiment, je vivais, entre guillemets, pour les mois d'été où je pouvais écrire du matin au soir. Et là, vraiment, pendant ces mois-là, j'étais heureuse parce que je faisais quelque chose qui me plaisait, quoi. Est-ce que du coup, le fait que tu aies vu ta chargée de TD arriver dans la salle avec cette forme de tristesse, pour toi, est-ce que tu considères que c'est un premier déclic qui t'a permis d'aller vers toi une vie plus inspirante pour toi? Après, je pense pas. Bah, après, j'avais plusieurs. Je faisais pas mal de crises pendant ces moments-là. J'avais pas mal de crises d'angoisse. Mais il y avait pas mal de moments, mais dès la première année de droit, où je me disais, j'aime pas ça. Mais à chaque fois, je m'obligeais à avancer. Après, la chargée de TD, ça a été vraiment un moment où je me suis dit, où je me sentais en plus, je me sentais que je m'obligeais moi-même à continuer, qu'on m'obligeait pas. C'était moi, je disais, ah, ben, il faut que je continue parce que voilà, ce que je veux faire, c'est écrire, et puis écrivain, c'est pas un métier. Du coup, je m'obligeais moi-même à continuer. Et donc ensuite, tu es effectivement passé plutôt du côté de l'édition. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, effectivement, euh, cette Après, transition? c'était un milieu que j'aimais. Donc après, j'ai travaillé donc, pendant 3 ans dans une maison d'édition. Et là, c'était vraiment le milieu que j'aimais. Donc moi, j'étais assistante éditoriale. Donc je faisais tout ce qui était de la correction de textes, de manuscrits. Et là, j'étais bien. C'est un milieu que j'aime. Il y avait des auteurs, il y avait des textes. Et du coup, là, au début, je me sentais à ma place, je me sentais vraiment bien. Par contre, après, bon, il y a eu un moment où j'ai quitté mon travail parce que je me suis rendu compte, donc le milieu me plaisait, mais que moi, ce que je voulais surtout, c'était écrire des livres. Et donc, d'essayer de vivre mon rêve. Ou à un moment, je me suis retrouvée, c'était un peu avant mes 30 ans, j'ai peut-être 28, 29 ans. Je me suis dit, mais c'est peut-être maintenant, entre guillemets, un peu jamais où j'avais l'impression, parce que j'ai fait donc 3 années de travail et tout, et j'avais l'impression à un moment un peu d'attendre, que j'attendais toujours quelque chose. Où la semaine, je me disais, oh, bah, je travaillerai ce week-end, j'écrirai mon roman, je travaillerai mon manuscrit ce week-end. Puis le week-end, je disais, oh, bah, on se repose, puis je travaillerai la semaine, et hop, comme ça, rebelote. Puis je me disais, ah, bah, j'ai bientôt des vacances, je vais travailler pendant les vacances, puis hop, ça décalait comme ça. Et à un moment, j'ai eu vraiment cette impression d'être un peu un peu sur un quai de gare. Et j'avais l'impression d'être là et de voir passer des trains et d'être là à attendre, à me dire j'attends quelque chose et je sais pas ce que j'attends. À un moment, donc quand j'étais encore à mon travail, j'ai donc auto-publié mon premier roman. Et à un moment, je me suis dit, mais je vais quitter complètement mon travail, je vais me donner 2 ans et je vais voir si j'arrive comme ça en écrivant à temps plein, bah déjà si ça me plaît et si j'arrive à en vivre, quoi. Est-ce qu'il y a eu un déclic justement particulier? Est-ce que c'est ce fait de te sentir sur le quai de la gare qui a été un déclic? Est-ce qu'il y en a eu un Oui, particulier? Ou est-ce oui. que c'est vraiment le fait d'avoir pris la décision à un moment de te dire, OK, plutôt que de regarder ce train passer, je décide moi de monter dedans Mais et de après, prendre ma vie en main? pour moi, c'est toujours un peu long. Ça s'étale toujours sur une longue période où je suis là et je ressens quelque chose. Je me dis, mais il y a quelque chose dans ma vie qui me déplaît. J'arrive pas toujours à voir ce que c'est. Et si j'avais ce sentiment en me disant, de sentiment d'attente, puis en même temps, je me disais, oui, mais le travail, il y a un côté quand même un peu confortable. On sait qu'on a le salaire qui tombe à la fin du mois. Je me dis, mais je vais pas tout quitter maintenant. Puis en même temps, je me disais, oui, mais en même temps, je passe un peu à côté de ma vie. Et du coup, ça a été plein de petites choses où au bout d'un moment, je me suis dit,
ben là maintenant j'arrête et je prends vraiment cette décision d'arrêter et de voir si j'arrive, à vivre ou non de l'écriture. Génial. Bah, merci pour ce partage en tout cas et moi du coup le 1er livre que j'ai lu de toi, c'est La voleuse des toits et franchement, c'était vraiment incroyable. J'ai Les oubliés d'Astrolune qui est sur ma tablette et qui Non? attend. Je me suis forcée à, tu vois, ne pas le prendre tout de suite et attendre parce que sinon effectivement je mange pas mal de livres par mois et à un moment donné, il faut aussi, bah, comme toi, je me suis dit à un moment donné, «OK, c'est le moment moi aussi de développer mon activité, d'essayer, de prendre ce train de la vie et d'arrêter de le regarder». Je trouve que c'est une belle métaphore que tu nous as donnée et effectivement, je trouve que ton parcours est vraiment inspirant. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à vivre du coup de l'écriture? Est-ce que tu arrives à vivre de ton métier? Ah bah, alors là, en ce moment, oui. Donc depuis 2022, oui. Mais après l'écriture, c'est quelque chose, je veux dire, c'est toujours des revenus, bah, très très fluctuants. C'est une activité où aujourd'hui, actuellement, j'en vis, dans 2 ans, je ne sais pas. C'est toujours basé un peu sur le suspense. On ne sait pas si l'année suivante, ça va marcher, si ça va pas marcher. Après là, j'ai eu la chance aussi d'être, parce que j'avais commencé du coup en auto-édition et après j'ai eu la chance d'être repérée du coup par des maisons d'édition. Donc ça m'a donné donc une visibilité en Mmh, plus et donc ça, c'était vraiment chouette, quoi. c'est génial. Combien de temps concrètement est-ce que tu consacres, par jour à l'écriture, à ce que tu aimes faire? Alors donc là, j'essaye d'écrire à temps plein. Alors après moi, je suis très lente. Donc mais j'essaye d'écrire toute la journée. Donc le matin, je me lève, j'écris. Après l'après-midi, j'écris aussi. Mais après moi, je suis très lente, donc vraiment j'avance, mais Qu'est-ce que tu entends par très lente du coup? Parce qu'on a tous des définitions oui. différentes de la lenteur du coup. Après non, parce qu'après des fois je vois sur Insta, alors je sais, il ne faut pas se comparer aux autres, mais je vois des fois, il y en a, ils écrivent en une journée, ils écrivent 5 000 mots, mais en l'espace d'1 heure, 2 heures, elles ont fait 5 000 mots. Moi, j'ai jamais fait 5 000 mots à la journée. Après moi, je compte en termes de mots, bah, là, en ce moment, je fais entre 1 500 mots à 2 000 mots par jour et ça pour moi, c'est beaucoup. Ça, je mets la journée dessus, là où il y a des personnes qui font ça en moins d'1 heure, c'est bouclé, quoi. Après, est-ce que justement il n'y a pas aussi cette notion de peut-être travailler, tu vois, le texte au départ et ne pas tout avoir à retransformer après? Il y a peut-être des personnes qui écrivent 5 000 mots d'un coup, mais est-ce qu'elles ne transforment Oui, pas pour, oui, lecture? après il y a la phase de oui, après il y a la phase de correction, des fois qui est plus ou moins longue selon la méthode de travail. Mais après moi je passe plus de temps à l'écrire qu'après le corriger. L'avantage de ce que je fais, c'est j'écris le texte et après quand je corrige, j'ai beaucoup moins de choses à corriger que si j'avais écrit beaucoup plus vite en me disant: «Je le ferai plus tard». Donc finalement, il y a une sorte d'équilibre Mais aussi dans finalement après ça le s'équilibre, oui. Mais après, le problème, c'est que quand on se compare, quand on regarde sur les réseaux, on a toujours l'impression que les autres avancent toujours beaucoup plus vite. c'est un peu la problématique effectivement des réseaux. Après la Mmh. comparaison, je pense, apporte du bon aussi dans le fait que ça apporte un certain leitmotiv aussi de se donner de la rigueur, de continuer ses routines. Mais effectivement, je pense que trop être dans la comparaison, ça Mmh. peut aussi avoir un mouvement de recul et de se dire un peu: «Oh là là, mais j'y arriverai jamais». J'imagine, tu vois, quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture et qui verrait ça, par exemple, pourrait se dire, par exemple: «Oh là là, mais il y a quelque chose de démoralisant aussi là-dedans et est-ce que j'arriverai un jour à faire ça?» Tu vois? Ça paraît être, une grande montagne, en fait. Mais après, il y a des autrices en auto-édition qui sortent, mais un roman par mois. Ah mais moi, quand j'avais vu ça à un moment, je dis: «Waouh!» Non, Pour mais moi, c'est c'est parce un qu'elles les ont rédigées depuis bien longtemps, c'est pour ça. ah non, non, mais pour moi, je dis: «Ah là là, pour moi, c'est impossible ça, un roman par mois, Non, c'est fantastique et à la fois, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment aussi, cette effusion, cette créativité et et à la fois, il y a ce rythme aussi qui est en nous et ce besoin peut-être de se respecter, tout en mettant en place et là, c'est ce que tu es en train de nous dire du coup, c'est qu'il y a quand même eu des routines de mise en place et que tu essayes effectivement j'entends, d'écrire au moins tous les jours. Qu'est-ce qui fait que bah, justement tu trouves l'énergie? Qu'est-ce qui te donne l'énergie d'écrire chaque jour? après l'idée, c'est de faire je pense, de l'écriture une routine, de pas se poser de questions.
Bah, un peu comme le brossage des dents, on se brosse les dents, mais parce qu'on est habitué à le faire, mais on se pose pas la question le matin: «Ah tiens, est-ce que je me brosse les dents?» De faire vraiment une routine. Parce que pour moi, l'écriture, après, il y a une part, je vais dire une part d'inspiration. Il y a des moments où je suis beaucoup plus inspirée que d'autres, mais après pour moi, si on attend, l'inspiration pour écrire, pour moi, il faut de l'autodiscipline. Alors j'avais vu cette phrase sur internet, je sais plus qui a dit ça, mais c'était une phrase du style, attendre l'inspiration pour écrire, c'est comme attendre un train dans un aéroport. Avec cette idée qu'on est, au bout d'un moment, ça repose sur de l'autodiscipline. Si on est là, on attend, voilà, il faut être inspiré et tout. Je veux dire, au bout d'un moment, faut y aller, il faut s'obliger à se mettre devant le traitement de texte et s'obliger, toujours entre guillemets, à écrire. Alors moi, des fois, je m'oblige à écrire. Des fois, je sais qu'il y a des journées où je vais être moins productive que d'autres. Mais moi, je me dis, au moins, j'essaie. Puis même si j'ai pas écrit beaucoup, au moins, j'ai réfléchi à l'histoire et au moins j'ai essayé. Et généralement, les journées comme ça où j'écris pas trop, ben, d'une certaine façon, je vais y penser la nuit ou plus tard, et le lendemain, hop, ça, il y a une espèce de déclic et hop, je vais écrire beaucoup plus facilement ce qui m'avait bloqué la veille. Oui, donc de nouveau, on revient un peu à cette notion d'équilibre où il y a des journées qui vont être peut-être plus productives que d'autres. Et en fait, c'est OK aussi d'avoir des journées moins productives. Mais ce que Après, tu pour, dis, après, c'est après, pour moi, on peut pas se forcer. Genre, on n'est pas des mmh, machines. On peut pas, moi, personnellement, je pourrais pas m'obliger, me dire, voilà, c'est 2000 mots par jour et tout. Je sais qu'il y a des auteurs qui le font. Il y a Stephen King, je crois qu'il fait 2000 mots par jour et vraiment, il est accroché à son bureau, il se lève pas tant qu'il n'a pas fini ses 2000 mots. Mais après, moi personnellement, j'aurais du mal. Après, j'aime bien me dire, je vais essayer de faire tant de mots et puis si j'y arrive pas, je me dis, bon, bah tant pis, au moins j'ai essayé. et c'est génial effectivement. Est-ce que pour toi, ça c'est, comment dire, cette autodiscipline que tu décris justement, est-ce que c'est vraiment, voilà, j'essaye ou est-ce qu'il y a vraiment des critères plus précis qui font partie de ton autodiscipline? Mmh, mais après, il y avait un moment, alors j'ai fait tout un tas de routines, mais il y avait un moment où j'essayais de m'obliger à écrire, où par exemple, à un moment, j'avais essayé de participer, je ne sais pas si tu connais le NaNoWriMo, Mmh, où il tout faut à fait. écrire, 50 000 mots en un mois, et à un moment, j'avais essayé de faire ça et je m'en étais un peu rendue malade, où je me disais: «Ah là là, j'ai tant de mots de retard, vite, il faut rattraper tant de mots et tout», et je pense que c'est une méthode qui ne me convient pas. Moi, je pense qu'il me convient le mieux, c'est d'essayer de me fixer un nombre de mots et de voir si j'arrive à l'atteindre, mais pas d'en faire une obligation. Parce qu'après, le problème d'en faire une obligation, c'est qu'on fait de l'écriture aussi une obligation et du coup, il y a moins de plaisir. Parce que quand je m'assois à mon bureau en me disant: «Je dois faire ça», j'ai moins le plaisir que de me dire: «Voilà, j'ai choisi d'écrire tant de mots, puis si j'y arrive pas, tant pis». Est-ce que tu as une anecdote à nous partager autour de, l'idée d'origine d'un roman? Je sais pas, peut-être qu'il y a une idée, il y a un moment qui t'est venu d'une manière, drôle ou dans un rêve ou est-ce que tu pourrais nous partager, par rapport aux 3 livres que tu as déjà écrits, comment est venue l'origine, Et bah, il y a mon deuxième roman, donc ça s'appelle, «Prospérer une virgule point et la phrase sans fin», et ça, j'ai eu cette idée, à mon travail, où c'est en fait l'histoire se déroule dans le monde des mots, où l'idée, c'est que dès qu'une personne dans le monde réel, donc notre monde à nous, écrit un texte, donc un roman, une liste de courses ou peu importe, on va avoir les habitants dans le monde des mots qui vont venir entretenir le texte. Donc on a la famille des A qui vont entretenir les A, la famille des virgules qui s'occupe des virgules, et cetera. Et ça, j'avais eu cette idée-là, à mon travail quand j'étais dans la maison d'édition et que je faisais de la correction. Où vraiment ça arrivait un peu de nulle part. J'étais en train de corriger un texte et c'était un texte qui avait un problème de ponctuation. Et dans ma tête, je me disais: «Bah, point, virgule, virgule, point», et à un moment, je me suis dit: «Tiens, virgule, point, c'est sympa comme nom de personnage», et du coup, j'ai décidé de créer donc c'est vraiment parti d'un personnage que j'appelle Prospérer une virgule, point, et à partir de ce personnage, j'ai créé un univers autour dans le monde des mots. Et du coup, dans ce roman-là, je me suis beaucoup inspirée de ce que je faisais, à mon travail, donc un peu les règles typographiques, les italiques, les choses comme ça. OK, génial, effectivement, donc en fait, les idées, elles peuvent survenir n'importe quand. Est-ce que tu as finalement, toi, un carnet dans lequel, bah, quand tu es pas derrière ton ordinateur, tu notes toutes tes idées? Comment est-ce que tu fais pour,
conserver justement les idées que tu peux avoir? Alors moi, alors j'ai pas de carnet, mais j'ai tout un tas de carnets, mais j'écris pas mes idées dedans. Moi, en fait, c'est un peu j'attends. J'attends d'avoir suffisamment d'idées et après je prends un traitement de texte et je mets toutes les idées. En fait, c'est comme ça que je crée moi le plan de mes histoires. C'est au début, j'ouvre comme ça et je mets un peu en brouillon, bah, tout un tas d'idées, qui sont pas forcément liées, qui ont pas forcément de où je ne sais pas forcément comment les lier et après au fur et à mesure, je vais essayer de creuser ces idées et après donc je vais en retirer certaines, je vais en garder d'autres, je vais en développer et après je vais créer comme ça après la structure de l'univers et du roman. C'est un super partage, je te remercie et est-ce que pour toi aujourd'hui, tu vis une vie qui t'inspire du coup? Bah, pour moi oui, pour moi c'était quand j'étais enfant, pour moi le rêve c'était, d'être auteur et de pouvoir écrire, toute la journée. Donc là, pour moi, c'est la vie que je rêvais quand j'étais enfant. Parce que je veux dire, je travaille chez moi, j'ai la chance, je peux me lever quand je veux, je passe mes journées en survêt, je veux dire Je connais ça aussi. oui, je veux dire, mais parce que moi j'avais travaillé, j'ai travaillé dans le salariat et le salariat, c'était on vivait entre guillemets un peu pour l'entreprise, fallait arriver, telle heure, on part telle heure, on rentre chez soi, on est crevé et moi mon rêve c'était de me dire d'essayer de me lever le matin, de me lever pour moi et de me dire: «Je fais quelque chose vraiment qui me plaît» et de vivre, hein, d'essayer de vivre de ma passion. Et c'est vraiment fantastique effectivement. J'ai une question à te poser, qui est plutôt de l'ordre de justement, c'était qui tes mentors, quand tu étais jeune en fait? Alors mes mentors, dans quel sens? Dans le Dans sens le au sens, des personnes qui t'inspiraient, que ce soit aussi bien au niveau de la lecture que d'autres domaines, en fait. Vraiment des personnes qui étaient très inspirantes pour toi. Après moi j'aimais bien, alors ça avait pas forcément un lien avec l'écriture, mais j'aimais bien les gens qui avaient un rêve, mais des fois quelque chose de complètement fou et qui ont réussi à le faire. Ou je sais, à un moment, on m'avait raconté, l'histoire de Champollion, où Champollion, je crois, il a 10 ans ou quelque chose comme ça et il dit à ses parents: «C'est moi qui vais déchiffrer les hiéroglyphes» et à cette époque, ça paraît complètement fou. On se dit: «Mais il a 10 ans, tout le monde, cherche les hiéroglyphes, c'est pas lui qui va trouver» et j'aimais bien moi ce genre d'histoire, ce genre de parcours de gens qui ont réussi des choses qui paraissaient complètement folles et quand j'étais enfant, j'avais aussi j'avais un livre, alors c'était sur Hélène Keller, je ne sais pas si tu connais Hélène Keller? Mmh. Et Hélène Keller, j'aimais bien parce elle était donc une américaine, elle est aveugle, sourde et muette et à un moment, donc elle révèle vraiment, elle est vraiment très intelligente et à un moment, elle dit: «Je vais aller à l'école», alors je sais plus comment, l'école de Radcliffe, quelque chose comme l'équivalent d'Harvard, mais tout le monde lui dit: «Mais c'est pas possible». En sachant que personne, à cette époque-là d'aussi qui souffrait d'autant de handicap qu'elle, avait réussi à rentrer, même à réussir le concours d'entrée pour entrer dans cette école. Et moi, j'aimais beaucoup ce genre d'histoire de gens, mais qui avaient un rêve, on leur disait: «Mais c'est complètement fou» et qui y croyaient tellement qu'ils ont rendu ça possible. Et ça a quelque chose de très inspirant effectivement, un Mmh. moment de c'est vrai qu'on entend beaucoup dans le discours, par exemple, qu'effectivement écrivain, auteur, autrice, ce n'est pas forcément un métier et à la fois de voir des gens qui y arrivent, de voir des gens qui dépassent un peu les limites dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le milieu effectivement de l'écriture ou dans d'autres domaines. On voit aussi moi je suis très inspirée notamment par des champions paralympiques, Mmh. quand je vois, l'accomplissement effectivement de ce qu'il est possible de faire, de ce qu'eux rendent possible, alors que nous des fois on se met des barrières en fait et on s'interdit ou alors effectivement on a j'ai le sentiment parfois qu'on a, tu sais, un peu cette boîte dans la société, ce moule dans lequel il faut Mmh. mais non, tu sais, c'est pas forcément un métier, non, c'est pas effectivement la route à suivre et en fait, quand on prend le temps d'observer, et aujourd'hui grâce à internet, c'est ce qui est fantastique, c'est de pouvoir observer ce qui vraiment, en fait, est possible, ce pourquoi les gens se dépassent aussi et je trouve que ça donne une énergie, folle, en fait, aussi à se dire: «OK, c'est quoi mes rêves aujourd'hui? Comment est-ce que je peux rendre ma vie, plus inspirante? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre tout ça en place, en fait?» Mais après d'essayer de sortir des cases qu'on nous impose avec la société. Mais moi, je me souviens quand j'habitais en banlieue parisienne et je passais mes journées entières, à penser transport en commun.
j'avais 3 heures et demie de transport par jour quand tout allait bien. Et vraiment, je me disais le matin, est-ce que le train, il est là? Est-ce qu'on l'a pas supprimé? Et j'avais vraiment l'impression que j'étais entièrement focalisée sur la routine, métro, boulot, dodo, à me dire, je me lève le matin, est-ce qu'il y a un train? Hop, je cours pour prendre le train, je vais à la fac, je vais faire tel truc, hop, je rentre. Et c'était ça aussi que je voulais me dire, mais de faire autre chose que cette routine, de sortir de cette case métro, boulot, dodo pour faire vraiment quelque chose qui me plaît. Alors j'ai d'autres questions justement, par rapport à ça. Tu m'as parlé, quand j'ai pris contact avec toi, de l'évolution de tes personnages et finalement de les faire évoluer dans le temps. Ça t'a apporté le fait de les faire grandir avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors La voleuse d'étoiles, j'ai écrit, c'était en 2013, donc ça remonte un peu. Et en fait, j'ai eu cette idée, j'étais encore à la fac. Et La voleuse d'étoiles, donc c'est un gros pavé qui fait 675 pages. Mais Donc c'est génial! j'ai eu le temps de l'écrire et j'ai mis 2 ans à l'écrire. J'étais à la fac, donc je l'écrivais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et après, moi, ce que je voulais, c'était que les personnages évoluent. Et après, ça m'a accompagnée assez longtemps, cette histoire. Parce que j'ai mis 2 ans pour l'écrire, après j'ai mis 2 ans pour corriger, j'ai mis encore une année après pour faire, parce que comme je le sortais en auto-édition, pour faire la maquette, corriger la maquette, des choses comme ça. Et pendant les 2 ans d'écriture, il y avait ce côté où j'étais avec mon héroïne, où je me suis assez identifiée à elle. Puis je voulais aussi qu'elle évolue. Après, moi, j'avais quoi? J'avais 22, 23 ans, donc j'étais à une période de ma vie où j'évoluais aussi, où j'étais à la fac, mais après, j'ai pas mal changé. Et j'avais mon héroïne où ce que je voulais qu'elle fasse, c'était je voulais qu'au début, ce soit une jeune fille, et au final, à la fin de l'histoire, elle arrive pas mal d'aventures, et à la fin, elle devient une femme, ou à la fin, elle a grandi, où au départ, elle a un côté un peu impulsif, un peu naïf, où elle veut faire des choses en disant il faut faire ça parce que c'est juste, mais elle se rend pas compte des dangers. Et au fil de l'histoire, elle va s'apercevoir en fait que tout acte a des conséquences, et ça va l'amener à grandir. Effectivement, ce personnage d'Éléonore, bah, c'est le personnage, principal, de l'histoire et il y a une part d'elle, moi, que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'elle est dans l'accueil aussi de ses parts d'ombre. En quoi justement, évoluer avec tes personnages et être toi aussi dans l'accueil de tes parts d'ombre peut les faire évoluer? Mais après, pour moi, c'était aussi, je voulais pas faire un personnage manichéen. Pour moi, je pouvais pas dire, voilà, ah ben Éléonore, hop, elle est gentille, parce que même dès le début, elle a un côté un peu manipulateur, où elle aime bien manipuler le couturier qui est un peu naïf, elle en profite un peu. Et moi, je voulais que dès le début, elle a un côté un peu sombre, et que pour moi, on peut pas, je veux dire, on peut pas s'en débarrasser complètement. Elle va se rendre compte de cette partie assez sombre, mais elle peut pas. Pour moi, on pouvait pas dire à la fin, hop, finalement, tout va très bien. Pour moi, il fallait qu'elle accepte cette part d'ombre et qu'elle se dise, bon, ben, je suis comme ça, il y a tel et tel élément, et je vais continuer, je vais essayer de progresser en sachant qu'il y a tel ou tel pardon. Mais c'était un peu la même chose avec l'autre personnage qui s'appelle Elias. Moi, ce que je voulais aussi, c'était qu'il soit pas complètement blanc, qu'il soit pas complètement noir. Pour moi, ce qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'il y a un peu les deux parts. Il y a une part de lumière et une part d'ombre, un peu comme dans tout être humain, où on n'est jamais complètement blanc ou complètement noir. Et alors justement, est-ce que c'est plutôt toi qui fais travailler tes personnages sur leurs différentes parts? Ou est-ce que c'est tes personnages qui te permettent de travailler toi sur tes différentes parts? Bah après, Après, dans l'écriture, il y a souvent un moment où les personnages prennent un peu le contrôle, peu le contrôle de l'histoire. Et après, la voleuse comme roman, c'est un roman qui m'a beaucoup surpris moi aussi, parce que je me suis retrouvée à faire je suis retrouvée partie dans des intrigues que je n'avais pas prévues au départ, ou des développements de personnages que j'avais pas forcément prévus au départ. Et du coup, moi aussi, ça m'a aidé aussi, ou le fait de parler de Plume, d'Éléonore qui se retrouve confrontée, voilà, à ses parts d'ombre, ça m'a aidé aussi. Et un peu un mélange des deux, où c'était j'écrivais, mais en même temps, je me laissais porter par le personnage.
Du coup, après l'écriture, c'est toujours un peu assez complexe après à la fin d'en parler, de dire voilà, mais surtout qu'on se laisse souvent entraîner et moi souvent je me laisse surprendre parce que j'écris ou des fois il y a des choses que j'ai absolument pas prévues ou dans La Voleuse, il y a un personnage que j'avais absolument pas prévu, mais qui s'est retrouvé un personnage secondaire, ou à la fin de l'histoire, j'étais un peu embêtée parce que je savais pas trop quoi faire de lui vu qu'à la base il était pas prévu et après pour moi c'est ça le charme de l'écriture, c'est de se laisser surprendre par l'intrigue et les personnages. Merci encore pour ce partage et justement, tu disais sur les réseaux sociaux à un moment donné qu'en 2022, tu avais dû surmonter quelques petits blocages par rapport à l'écriture et que ça avait peut-être été moins fluide que les années précédentes. Comment est-ce que tu as fait pour, surmonter ça? Qu'est-ce que tu as mis en place pour, surmonter tes blocages par rapport à l'écriture? Alors 2022 ça a été très compliqué, beh, je me suis lancée en fait dans un nouveau projet de roman, mais je pense que je suis partie, mais sans trop savoir où j'allais. Et du coup, 2022, j'ai eu une grosse période où j'écrivais, mais je ne savais pas trop. Et j'avais prévu un plan, mais j'avais laissé pas mal de questions un peu en suspens. Et en écrivant, en fait, il y avait plein de choses, en fait, je ne savais pas trop où j'allais. Et c'est fin 2022 où je me suis dit, en fait, j'ai regardé. Après, l'année a été intéressante dans le sens où ça m'a permis d'explorer l'univers et je me suis rendu compte, en fait, de ce que je ne voulais pas écrire. Où je me suis dit: «Voilà, j'avais tant de personnages et tout» et à un moment, j'ai regardé froidement le manuscrit et je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais un des héros, je me suis dit: «Mais il sert à rien». Du coup je me suis dit: «Mais il sert à rien» et il me et du coup, je l'ai complètement retiré, de l'histoire et du coup, fin 2022, là, début 2023, j'ai fait un vrai plan où je me suis dit: «Bah, maintenant que j'ai bien exploré un peu toutes les pistes et tout, que j'ai pas mal de personnages, pas mal de concepts», là, j'ai tout mis un peu, j'ai tout couché sur papier en disant: «Je vais faire un vrai plan bien détaillé» et là, donc là, j'espère que ça va continuer et donc là, j'écris en suivant ce plan et là, là, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a un côté, un peu plus rigoureux où je sais maintenant où je vais. Qui était le problème avec 2022, c'est que je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais pas mal de personnages. En plus, je rajoutais des personnages et après, bon, je savais pas trop quoi en faire et là, j'ai enlevé, tout ce qui était un peu superflu et là, je me concentre vraiment, sur l'intrigue et les intrigues secondaires. OK, donc c'est rassurant aussi, en fait et vraiment merci encore une fois de nous partager ça parce que ça veut dire qu'on peut écrire quelque chose et finalement avoir un regard en le relisant qui nous permette d'ouvrir aussi sur autre chose, de prendre le temps de transformer peut-être complètement le plan, l'histoire, de revoir les personnages et en fait, d'accepter aussi que l'histoire évolue, change, et en fait que ça nous corresponde plus en termes d'écriture peut-être. Mmh. Après après le problème aussi, c'est que quand on se lance dans l'écriture, après on a un certain attachement pour certains personnages, pour certains éléments et c'est ça qui est important aussi dans le fait de le faire lire à d'autres personnes ou d'avoir tout un tas d'avis extérieurs, c'est de se rendre compte après un peu est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et là, dans mon manuscrit, j'avais vraiment ce personnage que moi je l'aimais beaucoup, je l'avais imaginé dès le début, c'était lui mon héros. C'était lui qui portait au début, il était censé porter l'histoire et à un moment, j'ai regardé, mais je me suis dit: «Mais» en fait, j'avais créé un autre personnage et les 2 étaient redondants et l'autre personnage était après en regardant, je me suis dit: «Mais l'autre est beaucoup plus intéressant». Le personnage, le premier là, le héros, je me suis dit: «Mais il vaut mieux le supprimer». Je me suis dit bon après ça fait toujours mal de de supprimer un personnage, mais après je pense que ça fait partie un peu du processus d'écriture. Je me dis au moins après 2022, je me dis: «J'ai exploré, j'ai essayé de voir ce que je pouvais écrire» et là, bon là 2023, je vais essayer d'écrire un peu plus cadré, d'essayer de finir le Tapuscrit. Ça fait quand même un bout de temps que je suis dessus. Et justement, tu parlais de relecture là, si je peux me permettre de rebondir dessus. Comment est-ce que ça s'est passé, la première fois que tu as donné ton manuscrit à quelqu'un pour le faire relire? Comment est-ce que toi tu te sentais à l'intérieur? Est-ce que ça a été quelque chose où tu t'es dit: «J'ai un peu peur du regard de ce que la personne va pouvoir dire»? Comment est-ce que ça s'est passé en fait la première fois où tu as fait relire Très ton premier franchement, roman? alors moi j'ai une sœur jumelle et en fait depuis le début, c'est elle, qui lit mes textes.
Donc D'accord. depuis que je suis enfant, donc c'est elle, je lui passe mes histoires et je lui fais lire. Et après, ce que je faisais aussi, ce que j'aimais bien faire, c'était avant d'écrire, par exemple, La voleuse, avant d'écrire, ce que j'avais fait, c'est j'avais raconté à ma sœur, en fait, toute l'histoire. Je lui avais raconté, j'avais pas écrit une seule ligne, je dis voilà l'histoire que j'ai l'intention de raconter. Et donc pendant 1 heure, je lui ai tout spoilé, le début, le milieu, la fin. Et je lui dis voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et après, moi, je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi avant de l'écrire, parce que même le fait de l'exprimer à voix haute, ça permet de réfléchir aussi à l'intrigue, où la personne peut poser des questions, dire mais attends, et tel personnage, tu pas dit qu'il était parti là-bas, il devient quoi? Et je trouve que c'est bien le fait d'en parler avant de l'écrire, parce que ça permet, puis surtout moi au début, je veux dire, quand j'en parle, j'ai toujours un plan un peu flou. Alors moi, je suis pas alors, on a un architecte, jardinier. Moi, ce que j'aimais bien, c'était avoir des éléments, faire un plan un peu fluctuant. Et je connaissais les éléments principaux et j'avais entre ces éléments principaux, généralement, un peu un espace de liberté où je me disais: «Bah, tiens, mes personnages sont là, je sais qu'après ils doivent arriver là», et au moment de l'écriture, je trouvais le moyen un peu de combler les vides. Et du coup, le fait d'en parler, de l'expliquer avant de l'écrire, je trouve que ça aide aussi à se dire: «Bah, tiens, comment on va passer de tel endroit à tel endroit?» OK, donc effectivement avoir cette, je savais pas que tu avais une sœur jumelle, donc je le découvre là effectivement et d'avoir le fait de pouvoir parler en fait, d'exprimer aussi, ton idée, ta pensée, ton histoire, mais de la clarté en fait aussi Mmh. sur l'évolution que tu souhaites donner, du coup à tes personnages, à ton histoire donc c'est important aussi. Souvent on n'ose pas forcément peut-être faire le premier pas de parler de son histoire ou effectivement de, comment dire? D'apporter de la clarté dessus. Mais en fait, oser aussi, c'est pas recevoir forcément un jugement, mais c'est peut-être avoir des questions qui vont être intéressantes, qui vont peut-être venir nourrir aussi, l'histoire ou qui vont venir compléter et du coup, nous permettre d'apporter cette clarté nécessaire à l'histoire. Après moi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que quand j'ai commencé à écrire donc La voleuse, j'ai découvert, je ne sais pas si tu connais une plateforme d'écriture qui s'appelle Plume d'argent. Je connais pas, non. C'est un peu comme Wattpad. C'est un OK, peu d'accord. on partage, et Plume d'argent, moi, ça m'a fait, j'avais beaucoup aimé parce que surtout moi, j'écrivais, j'étais toute seule. Et là, d'un coup, il y avait une communauté d'auteurs où on postait l'histoire, donc chapitre par chapitre. En plus, il y avait un côté un peu roman feuilleton où on lisait, du coup, je lisais les romans des autres. Il y en avait qui lisaient, du coup, mes chapitres. Il y avait en plus un forum, il y avait tout un espace de partage. Et Plume d'argent, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que je suis passée, parce que l'écriture, c'est une activité qui est quand même solitaire. Et puis d'un coup, on était un groupe. Comme j'habitais aussi pas très loin de Paris, il y avait des IRL, des rencontres réelles. Il y avait vraiment le fait de partager, de parler d'écriture avec d'autres passionnés. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidée dans l'écriture. Il y avait vraiment une émulation autour de Oui, ça et voilà. du coup, de passer de quelque chose de très solitaire finalement à quelque chose qui est partagé et avec une communauté en fait. Mm. Génial. S'il y avait quelque chose, si tu avais demain une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, est-ce que tu changerais quelque chose et ça serait quoi? Je pense que ce serait les études de droit. Je pense que j'effacerais les 5 ans d'études de droit. Je pense que je me dirais de faire dès le début quelque chose que j'aime et de ne pas m'obliger à de faire des études ou des choses parce que la société me dit, voilà, le droit, c'est bien, il y a un côté un peu prestigieux, l'écriture, c'est précaire, c'est pas un métier. Mais je pense que si je pouvais faire ça, je remonterais, je me dirais de faire quelque chose que j'aime, donc faire peut-être plus des études littéraires ou des choses comme ça. OK, c'est intéressant effectivement de voir le après le parcours, je pense que justement, je sais pas si à un moment donné, tu as pris le temps de regarder cet incroyable parcours que tu as fait jusqu'à maintenant et de te dire: «Waouh, il y a eu des belles choses», il y avait enfin, je sais pas si à un moment donné, tu as juste pris ce temps-là et de regarder: «OK, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Ce pourquoi j'ai de la gratitude» et juste te dire ce waouh de: «J'ai déjà écrit 3 livres». En plus, c'est vraiment des livres qui sont, vraiment très appréciés. Est-ce que tu à un moment donné, tu as pu avoir ce regard-là sur ton parcours?
Oui, bah, à un moment, j'ai repensé, vraiment quand j'étais petite, j'avais vraiment ce rêve où je me disais: «Ah voilà, un jour je serai écrivain». Et là, des fois, par exemple, l'année dernière, là, quand j'ai pas mal galéré sur mon tapisserie, où je me disais: «Waouh, bah, j'ai du mal à écrire, j'ai du mal avec cette histoire», mais par rapport aux rêves que j'avais, quand j'étais enfant, je me dis: «Je fais quand même quelque chose là que j'aime». Ou des fois, je me dis: «Ouais, j'aimerais bien un peu remonter dans le temps et dire à la petite fille que j'étais: "Mais vas-y, persévère, on va y arriver"». C'est génial effectivement et d'avoir cette complémentarité, des fois effectivement venir nourrir son enfant intérieur aussi Mmh, et l'enfant que l'on était quand on était petit et juste de lui dire: «Ça va le faire, on va mmh. réussir déjà à accomplir ses rêves aussi» et c'est quelque chose d'hyper inspirant, d'hyper motivant. J'aurais justement une dernière question, par rapport à notre interview d'aujourd'hui. Si tu pouvais donner aujourd'hui un conseil à quelqu'un qui justement, souhaiterait se donner les moyens d'avoir une vie qui l'inspire, qu'est-ce que ça serait? Moi, je pense que ce serait de persévérer. Mais je pense, pour moi, il y a beaucoup de gens pour moi, chaque personne a un rêve, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui attendent quelque chose. Ou quand j'étais à mon travail, vraiment, j'étais là, j'attendais, je me disais: «Beh, je le ferai un jour». Et je pense que ce qui est important, c'est de persévérer, de s'accrocher à son rêve. Il y avait une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, où Oscar Wilde, à un moment, il a dit: «Mais, vivre est la chose la plus rare, la plupart des gens se contentent d'exister». Où je trouve dans la société actuelle, je trouve il y a beaucoup de gens, mais qui gardent leurs rêves dans un coin en se disant: «Bah, je le ferai un jour quand j'aurai le temps, quand je serai à la retraite» ou des choses comme ça et qui finissent par enterrer eux-mêmes leurs rêves. Et pour moi, ce qui est important, c'est de se dire: «Voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire maintenant?» et de vivre son rêve et en disant: «Bah, peu importe ce que pense la société, je vais essayer et puis si j'y arrive, bah, tant mieux, quoi». Et ben, en tout cas, je te remercie, vraiment infiniment pour, ce partage d'aujourd'hui, Laure. Merci à toi. C'était vraiment très riche et je pense qu'effectivement, merci d'avoir pu développer aussi bien sur, effectivement autour de l'écriture, autour effectivement de la réalisation de tes rêves, autour de ce parcours de vie inspirante. Pour moi, c'est quelque chose d'inspirant aussi de rencontrer des gens qui, justement, qui se contentent pas d'exister, qui se contentent vraiment de vivre une vie qui les inspire, de vivre leurs rêves et donc vraiment, je te remercie, d'avoir répondu à cette interview, aujourd'hui en tout cas. Ouais, avec plaisir.